tous et bienvenue à cette rencontre avec Lionel Jadot. Je suis ravie. Je ne vous connaissais pas en vrai, je connaissais votre travail. Vous êtes designer de l'année maison et objets. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers où l'innovation, l'artisanat et la durabilité redéfinissent notre conception de l'hospitalité, et carrément, je dois dire. On va découvrir comment votre vision, Lionel, et votre approche radicale transforment les espaces et les attentes de l'industrie. C'est hyper important. Donc, soyez à l'écoute. Vous allez voir, ça va être très inspirant. Pour commencer, Lionel, on peut dire que votre parcours est aussi unique que vos projets. Parce que vous êtes autodidacte et tout a commencé dans l'atelier de conception de sièges de votre famille, en observant les savoir-faire. Moi, j'adore ces parcours-là. En quoi cette expérience a influencé votre vision du design? Et si vous voulez revenir en 2 mots sur cette petite histoire qui fait la grande histoire de votre carrière. Alors oui, effectivement. D'ailleurs, mon papa est dans la salle, donc génial. Il est là. Bonjour. Et donc, je suis. Bonjour, monsieur. Il est là. Donc, dans ma famille, en fait, on fabrique du siège sur mesure depuis 6 générations. Et c'est clair que tout petit, ma salle de jeu, c'était l'atelier. Et donc, depuis tout petit, mes parents m'autorisaient avec ma sœur à jouer, à utiliser tout ce qui était par terre. Donc, pas sur les tables de travail, mais si c'était par terre, c'était pour nous. D'accord. Et c'est clair que ça a composé la base de notre créativité et notre manière de fonctionner. Et surtout, mes parents m'ont appris le respect de la matière. D'accord. La ligne, enfin tout ça, j'ai appris là. Et en fait, tout était libre, tout était permis. Du coup, vous pensez c'est ça aussi qui a emmené votre créativité assez loin? Mais clairement, je pense que... Alors, c'est certain que mon enfance était différente puisque j'ai pu fabriquer mes propres jouets. Donc, forcément, chaque jour, là, en on venant voit de l'école... quoi, là, par exemple? Alors, ça, c'est encore autre chose. Je vais y revenir. Mais on y reviendra, d'accord. Voilà, ouais. c'est parce que souvent, on me demande ce que je sais. C'est plutôt au niveau des étiquettes. Ouais. Et donc, moi, je dis que je suis fabricant de tabourets. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. On va voir mon premier tabouret. Et ça, c'est une petite histoire plutôt avec ma femme, puisque quand on s'est rencontrés, je lui ai demandé de me dessiner un tabouret. Et ce tabouret, mes filles me l'ont offert comme tatouage à mes 50 ans. Donc il y a une petite histoire autour du tabouret. C'est pour ça que j'ai montré ça. Et donc il y a une histoire familiale chez vous qui est forte, de ce que j'entends, aussi bien dans la transmission que aussi dans ce que vous construisez votre famille à vous. Enfin, voilà. Exactement. Et du coup, dans le collectif. Ouais. Alors là, justement, on voit une photo de l'atelier. Oui, le Zaventem Atelier, c'est ça? Ça, c'est l'atelier où j'ai grandi. Ah, ça, c'est l'atelier d'enfance. Exactement. Oui. Ça, c'est donc un peu l'ambiance de l'atelier. D'ailleurs, sur la gauche de la photo, on voit mon père qui apparaît dans l'image. Oui. Et donc, moi, forcément, mon process créatif, ça a été de ramasser ce qu'on voit là, des morceaux. Ce qui était par terre, donc. Ce qui était par terre. D'accord. Et donc, j'ai commencé à fabriquer mes propres jouets, j'ai commencé à faire des choses. Et forcément, ça m'a donné une grande liberté et de pouvoir construire mes jeux, mes châteaux, et puis de les brûler, de les découper, ce que peu d'enfants peuvent faire avec un château Playmobil. Donc c'est clair que si on commence à attaquer au chalumeau son château Playmobil à 10 ans, les parents ne trouvent pas ça drôle. Bah, les petits Playmobil ne résistent pas. Hein, voilà. C'est sûr. Et en fait, du coup, cette immersion dans l'artisanat dès le plus jeune âge, ça a dû influencer forcément votre approche et ça a nourri, on le disait, puisque le sens de la famille, ça veut dire un sens du collectif, un sens humain, hein, et ça a nourri le projet de Zaventem Atelier dans la banlieue de Bruxelles. Expliquez-nous comment l'idée de ce hub créatif est née et quelles étaient vos intuitions un peu dingues, parce que j'ai l'impression que vous avez des limites pas. C'est clair que j'essaie d'avoir une grande liberté dans mon travail. Ouais. Et par rapport à Zaventem Atelier, c'est clair que le lieu a été le point de déclenchement en fait de tout le projet de Zaventem Atelier. Et c'est clair qu'en fait, si je reviens en arrière, historiquement, le fait d'être né dans un atelier avec 32 artisans et d'avoir cet esprit collectif, ça m'a toujours habité. Et après avoir ouvert mon agence, j'ai eu le besoin en fait de continuer à créer cette collectivité et à s'entourer. Et donc, je suis tombé par hasard sur ce bâtiment alors que je cherchais un nouveau bâtiment pour mes ateliers. Mais le bâtiment faisait 6000 m². Donc, avec l'aide d'investisseurs, on a décidé de créer un projet, et ça s'est passé très très vite, où j'ai convaincu les gens de me suivre dans l'aventure, de dire on va créer un vrai hub créatif où on va sélectionner, on va curater à l'aide d'un board des gens qui font principalement du collectible design. Donc, c'est des pièces uniques, principalement des producteurs, créateurs, faiseurs. Et donc, on a tout axé là-dessus. Et maintenant, on a un projet où il y a 32 ateliers.
Et on est une 32, wow. famille assez forte. Ouais. L'idée, c'est que le lieu fonctionne comme un accélérateur Ouais. où effectivement on sélectionne des talents émergents, des talents confirmés. Et l'idée, c'est d'avoir des gens qui ont clairement le feu sacré. Et donc, et on sent vraiment... C'est l'intuition qui vous guide. Mais on est plusieurs à sélectionner, Ah oui, donc d'accord. je ne suis pas tout seul. Ouais. Mais on essaie d'avoir des gens qui ont tous des pratiques différentes. Et le fait d'être ensemble dans le bâtiment, ça crée forcément une émulation. Et on crée pas mal d'événements. On va tous ensemble à Milan. Par exemple, là, on a été à Milan, on a trouvé une vieille usine à l'abandon. On en parlera après. Je dérape, je vais trop loin. Non, mais me mélangez pas. Je ne vais pas mélanger. Comment est-ce que ça fonctionne, la collaboration entre vous, parce qu'il y a des artisans d'art, il y a des artistes. Comment ça se fait? Parce qu'il y a des collaborations du coup qui. Il y a clairement des collaborations. Là, par exemple, on voit quoi? Alors ça, c'est ce qui vient de défiler, c'est un peu tout mon travail. D'accord, c'est votre travail à vous, et pas forcément. Si avec des collaborations justement. Alors ce travail-là, non, c'est plutôt mon travail en termes de collectible design. Donc c'est chaque fois des pièces uniques. Ouais. Il y en a quelques-unes sur le stand. Et donc là, c'est plutôt ma partie de travail où j'explique un peu mon process par rapport à ce que je dis avant. Mais par rapport au collectif, voilà, on y est là sur Zaventem Atelier. Et donc c'est Big Data en opposition à Big Craft. C'était vraiment un peu l'idée de base du projet. Donc ça, c'est l'usine où on est à Bruxelles, à côté de l'aéroport. D'accord. Et l'ambiance des lieux, on a gardé les choses très brutes. Le grand hall, qui maintenant est rempli d'ateliers, c'est l'image suivante. Ce que vous disiez, communauté, famille. Voilà. Et donc ça, c'est le lieu principal où on se retrouve, le feu ouvert, où en fin de journée, on boit des bières, on invente les idées. Et où forcément, le lieu fait 6000 m². Donc là, c'est le grand hall qui fait 800 m². Il y a sur 3 étages des ateliers. C'est vitré. Les gens se promènent. Il y a des grandes vitres. On voit ce que l'autre fait. Et donc forcément, il y a de la porosité. Il y a l'envie de créer avec l'autre. Et nous, avec notre agence créative, j'ai une agence d'architecture intérieure. Oui. Donc tous mes collaborateurs sont là aujourd'hui d'ailleurs. Je leur fais coucou, je ne sais pas où ils sont. Et donc voilà, ils sont là-bas. Oui. Faites-vous... voilà, bonjour. Forcément, le fait d'être baigné dans cette atmosphère, on a quelque part, à demeure, énormément de cerveau créatif. Et quand on crée des projets, on les invite autour de la table à créer de la collaboration avec nous. Dans le sens où on ne va pas, nous, faire un dessin. C'est pas une commande, c'est jamais un travail collaboratif. C'est un travail collaboratif. Donc on montre un plan, on montre le concept et on dit voilà, il y a des points blancs, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et c'est vraiment comme ça qu'on le fait, de manière très libre. Et du coup, ça se fait naturellement, mais vous emmenez quand même les gens sur une piste, j'imagine, non? Alors, par exemple, on va parler après du projet du mix qu'on a fait ensemble. Oui, on en parlera. On développera. Donc, du coup, on développera votre manière de travailler, parce qu'il doit y avoir forcément un process. Il y a le process, mais principalement, donc moi, comme j'ai pas vraiment été à l'école, puisque je travaille depuis que j'ai 18 ans, le process, j'en ai pas vraiment. Donc, c'est plutôt, moi, j'ai un process assez chaotique. Je suis mon instinct, je suis extrêmement instinctif, et je fais la même chose quand je choisis ou je sélectionne des matières, des matériaux, des gens avec lesquels j'ai envie de collaborer. C'est vraiment tout de suite une intuition très rapide. Et je fais extrêmement confiance directement aux gens avec lesquels on collabore. J'ai ce feeling-là, et donc, forcément, ça amène toujours des surprises, mais j'aime bien le fait de se faire surprendre et que les choses ne soient pas totalement pensées. Je laisse énormément de zones... Parce que vous disiez les petits points blancs, enfin, cette sorte de zone blanche à remplir, quoi. Je laisse la place à l'improvisation en permanence dans les projets qu'on fait. Et justement, sur quel type de projet vous travaillez ensemble? Alors, on travaille principalement sur des projets d'hôtels ou des projets privés, ça dépend un peu. Donc, il y a un peu les deux. Donc, on va développer après, mais voilà, vous avez... il y a aussi du mobilier que vous développez avec eux. Enfin, comment ça se passe? Alors, c'est plutôt, on les invite à collaborer sur des projets où déjà chacun a sa ligne et son propre langage. Et donc, on les intègre par rapport à ce qu'ils font. Oui. Et surtout, on leur demande de réfléchir à des réalisations spéciales en fonction des demandes. Et donc, quand on a fait le mix, par exemple, on a travaillé avec tous les designers Zaventem, plus 25 autres qu'on a sélectionnés, castés, et on a collaboré de la même manière avec eux. C'est génial. Ça a été la même vision de travail. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Baranzate. Ça, je vais juste faire un petit mot. Donc ça, c'est à Zaventem Atelier, donc toutes les images qu'on vient de voir. Et ça, c'est l'espace, en fait... Où on boit des bières? Oui, ça, c'est du café. Les bières, c'est devant le feu. Donc ça, c'est l'espace machine à café. D'accord. Et ça, c'est la terrasse qui est au-dessus. Et donc là, les autres étages. Et donc, c'est là qu'on déjeune le midi, où on se retrouve. Et en fait,
ce qui se passe au niveau, puisqu'on parle de ça, au niveau de la manière dont on collabore, Ouais. ça se passe de manière totalement organique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui décident de collaborer entre eux parce qu'ils ont vu que l'un travaille quelque chose qui pourrait être intéressant et pourraient l'intégrer dans leur réalisation. Donc, ça se passe là, c'est des discussions vraiment au bout d'un couloir, sur la terrasse, autour du feu. Donc, il y a vraiment... C'est quelque chose de très libre. Le lieu, d'ailleurs, est ouvert H24. Il n'y a pas de... Il y a des gens qui peuvent venir de l'extérieur aussi Non, et tout ça. c'est vraiment... c'est en revanche, c'est un lieu de travail. C'est un lieu de comme un travail. bureau. Alors, si on fait des visites, on organise les invitations Ouais. par rapport à ça. C'est principalement un lieu de travail. Et c'est un lieu de travail, on le voit, qui est quand même dans l'histoire belge aussi. Enfin, c'est dans l'inconscient, la brique, tout ça. Enfin, ça ressemble beaucoup aussi. Il y a quelque chose de racine, quoi. Enfin, Vraiment, c'est une ancienne papeterie. Ouais. Qui est né fin du 18e et Ouais. qui a évolué avec le temps. Donc le lieu a toujours été un lieu de production. Alors, Ça, par exemple, je vais quand même faire un mot là-dessus. oui. Donc, pour expliquer la collaboration, donc on était un jour autour du feu et C'est beau. Vladimir de Dim Atelier dit mais au fond on devrait avoir une table de ping-pong. Et alors il y en a d'autres qui ont dit mais non, on va la faire cette table de ping-pong. On va se la fabriquer, on va se faire notre propre table de ping-pong. Et donc on a créé cette table de ping-pong parce qu'il y en a 22 qui ont voulu participer à la création. Et donc on a ensemble créé cette table de ping-pong qui est comme une œuvre d'art mais qui pour moi est le manifeste du projet de Zaventem Atelier. C'est-à-dire qu'on a fait un dessin de base et chacun est parti avec un élément et a réalisé dans son atelier. On a tout mis ensemble. Donc il y a tout le monde là. Tout le monde là. Toute la création de tout le monde est là dans cet table. objet finalement qui est aussi un lieu de convivialité. Exactement. Voilà, ça résume un peu votre idéologie. Idéologie, pas un joli mot, mais quelque part où C'est le manifeste. Oui, voilà, manifeste. C'est le D'accord. manifeste de la collaboration. On comprend bien, du coup, c'est vrai. Alors, tout à l'heure, vous parliez en 2 mots de Baranzate à Milan. Donc, en marge du Salon du Meuble de Milan, vous aviez créé en 2022 et cette année aussi un lieu éphémère, Baranzate. Est-ce que c'est une sorte d'atelier bis par rapport à ce que vous avez ? Alors, le premier projet, l'idée, c'était d'arriver à trouver des lieux en friche. Et donc, on a trouvé une vieille usine à l'abandon. Et donc, les propriétaires, c'était la famille Necchi, donc Oui. la villa Necchi. Et donc, ils nous ont donné cette usine à utiliser. Et donc, dans l'idée de pousser le projet d'un Zaventem Atelier à Milan. Ce qui ne s'est pas fait finalement, mais on continue à communiquer là-dessus et à trouver des lieux en friche pour pousser cette idée-là. Et donc, quand on arrive, on s'installe, on vient à 30, on vient avec les camions. La plupart du temps, on essaye d'habiter sur place aussi. On crée un restaurant, une boîte de nuit et on optimise le lieu. Et donc, c'est vraiment l'idée de montrer quelque chose qui soit assez décalé. Et donc, le premier projet, on était sur 3000 m². Et donc, où chacun a son espace, on essaie de faire quelque chose d'assez radical, assez brut. Et on vit dans cet espace-là pendant les 8 jours de la foire. Et cette année, on l'a réitéré sur un lieu plus grand, sur un lieu de 7000 m², où on a invité 20 autres ateliers à venir avec nous. Et donc, il y a des ateliers qui produisent. Vous étiez beaucoup, 40. On était 47. Ah oui, d'accord. Et quand vous intégrez des lieux comme ça, vous les refaites pas. Enfin, je veux dire, c'est brut. Vous vous installez dans le lieu brut. Alors on s'installe, mais on fait une scénographie. Là, on a fait toute une scénographie oui, la avec scénographie, bien sûr. du tissu de parachute qu'on réutilise, qui était la première année. Donc on le réutilise. Donc on avait près de 10 km de tissu de parachute qu'on a utilisé. Et on fait les séparations avec du fer à béton qu'on réutilise à chaque fois. Donc on fait pas de cloison en dur. Et ce qui était assez beau, c'est que le vent soufflait, donc ça crée une ambiance très poétique. Et là devant, c'est une œuvre d'art, c'est quoi? C'est une broderie? Ça, c'était juste avant. Ça, c'était la maison Junkers. Ouais. Qui sont avec nous à Zaventem Atelier, qui font des pièces extraordinaires en laiton et en résine. Donc ça, c'était un cabinet qu'ils ont créé spécialement pour le Salon de Milan. Et là, c'est Studio Christ. Et Studio Christ réalise des tapisseries qui sont comme des œuvres d'art. Ouais. Donc c'est des pièces assez uniques. C'est comme des tableaux. Et ça, c'était mon stand, mon boot à Maison Objet. À Milan. Si vous voulez commenter les images qui suivent, parce qu'après, on va parler du projet portugais. Donc, je me souviens plus si c'est la slide derrière, enfin, ce qu'il y a derrière, là. Donc, ce qu'il y a derrière, donc là, il y a à droite, il y a le canapé en asphalte. Donc, j'ai un projet où je travaille l'asphalte que je récupère dans les rues, avec lesquels je construis du mobilier. Donc, c'est vraiment des morceaux d'asphalte que je trouve tels quels, que je ne coupe pas. Mais par contre, je construis une structure autour de la forme que je trouve. Et, donc, et ça, c'est vous qui le fabriquez? Ça, c'est mon projet que je fais dans l'atelier. D'accord. J'ai une assistante d'atelier avec laquelle je collabore, qui est Honorine, qui doit être là aussi quelque part. Salut Honorine. Voilà, qui a réalisé aussi la plupart des pièces là.
Il y a on va voir plus tard, il y a le petit tabouret blend, je vais en parler plus tard de ce que c'est. Et donc l'idée est vraiment, dans mon travail, c'est d'arriver à montrer qu'on peut utiliser les gisements qui nous entourent directement, de les mettre en scène et de créer des pièces de collection avec ces projets-là. Et finalement, vous avez ça en tête depuis très longtemps, ce qui pourrait être considéré comme incontournable aujourd'hui, d'être dans ça, dans la récupération, dans ce qui nous entoure, dans tout ça. Mais vous, ça fait longtemps. Moi, ça fait très longtemps. C'est inscrit, ça aussi, dans votre ADN. Mais moi, je l'ai fait de manière instinctive, dans le sens où quand j'étais petit, comme je disais, je jouais dans l'atelier. C'était pas une question de mode. Et c'était pas du tout une question de mode. C'était vraiment plutôt l'idée d'avoir besoin de quelque chose. Et j'allais dans l'atelier et je le réalisais. En fait, c'était vraiment ça. J'avais besoin d'un mobilier, j'avais besoin d'une table, d'une chaise. Je le fabriquais avec ce que je récupérais, avec les matériaux. Et petit à petit, c'est devenu une pratique que j'ai intégrée dans mes projets en architecture d'intérieur, puisque j'ai fondé mon agence il y a 20 ans. Et on a commencé très tôt à faire des projets. On a pu intégrer énormément de matières. Et on a fait des projets très haut de gamme, très vite, que du sur-mesure. Et puis après, ça a glissé plus vers l'hôtellerie, les bars, les restaurants. Et là, on continue à faire quelques projets privés, mais on sélectionne. Donc, on va voir. Alors, projet en cours, là, au Portugal. Alors, je vais encore continuer, parce que là, il y a... On parlait des showcases, donc c'est ce qu'on fait dans l'atelier à Zaventem aussi. On fait des expos qu'on organise, où on invite des designers à présenter différents projets. Donc, c'est un peu la vie qu'on crée aussi. On crée des postes culturels aussi. Donc, ça, c'est un projet qu'on a fait à la Design Week il y a 2 ans, à Pantin, dans les anciennes serres. On a créé toute une scénographie, on s'est installé là. Et ça, on a eu la chance de gagner le Henri Van de Velde Award avec Zaventem Atelier. Donc ça, c'est un peu la plus haute reconnaissance institutionnelle belge qu'on peut recevoir. Et donc Zaventem Atelier a été nommé pour gagner ce prix-là. Et donc on a fait une petite vitrine au musée du design de Gand avec ça. D'accord. Donc, voilà. Barossigna, on y est. Mais je vous laisse à votre rythme, hein, moi je suis. Donc ce projet, c'est un projet en cours. Il verra le jour quand? Là? Alors c'est un projet en fait que je fais avec Mircea Engel, qui est un autre designer que j'ai rencontré à Collectible à Bruxelles. Et on s'est rencontrés. Il avait son atelier à Lisbonne et on a fait ensemble l'Hôtel Jam à Lisbonne qu'on a livré il y a 1 an. Et on est devenus très amis et il a déplacé son atelier de Lisbonne à Barossigna. Barossigna, ça se trouve à peu près à 17 km de Comporta, à côté d'Alcácer de Sal. Et c'est un endroit incroyable. Donc il m'a montré cet endroit, on est tombé amoureux de l'endroit. C'est un lieu unique, ça fait 2000 hectares. Il y a à peu près 20 000 mètres carrés de bâtiments. Il y a une exploitation de vin, il y a un hôtel, il y a une taverna, il y a une exploitation de riz. Et donc, on a été rencontrer la banque qui est propriétaire du projet parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et on leur a dit, voilà, on va construire un projet. On a parlé Zaventem Atelier, l'idée de faire un lieu avec des résidences, avec des ateliers, de piloter l'hôtel qui devienne un peu l'extension de la résidence où des clients normaux peuvent venir aussi, de rechanger, retravailler le vin et surtout changer en fait l'architecture de toute la nature qui se trouve autour qui a été très très abîmée. Et là, on voudrait collaborer avec Bassmets pour réussir à amener de l'eau de nouveau dans le projet. Donc c'est un projet voilà, vous parliez de rêve tout à l'heure, c'est vraiment un rêve, c'est une utopie. Comme j'ai l'habitude de me mettre quelque part, pas sur le dos, mais j'aime bien rêver à ce genre d'utopie. Et Barossigna, c'est vraiment une aventure longue, puisqu'on est encore à la recherche d'investisseurs. D'ailleurs, s'il y a des investisseurs dans la salle, venez me voir après. Mais le projet va être un projet assez unique, parce que l'idée, c'est que sur 2000 hectares, on veut vraiment créer un projet école, où tout ce qui va se construire va utiliser les matériaux locaux. Il y a moyen de créer à peu près une 40aine d'ateliers. Il y en a déjà 4 ouverts actuellement. Et toujours dans cette idée de créer de la communauté, du lien, et d'avoir un lieu justement qui fait bouger les lignes. Un peu ce que je présente à Maison Objet ici, c'est vraiment ça aussi, c'est une autre approche. Barossigna, c'est ça, c'est comme Zaventem Atelier, en plus grand, avec aussi l'aspect agriculture, nature qui s'ajoute. Voilà, c'est ça, j'imagine, parce que vous parliez de riz, vous parliez de... Voilà. Il y a quand même un lien à la nature très fort dans cette zone-là. Voilà, le riz, on voudrait changer pour que ce soit du chanvre, pour faire de la brique de chanvre. Le vin, on voudrait changer, donc on a déjà pu la changer. On faire de la bière. Ouais, pas dans la bière, non, on va continuer. Pour l'instant, il utilise beaucoup de produits chimiques, donc on essaie de diminuer ça. Donc ça, c'est par exemple, là, c'est les premiers changements, c'est la salle à manger de l'hôtel. On a commencé à faire ces premiers petits changements. Et l'hôtel, il est ouvert? Il est ouvert, oui, il est ouvert. Mais tout le temps, on peut aller dormir, donc c'est du work in progress, puisqu'on a travaillé certaines zones, pas tout, en fonction des investisseurs qui rentrent dans le projet.
Et donc, et localement, vous avez travaillé avec des gens, des Portugais sur place, qui étaient là, qui avaient aussi eux. Alors, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui habitent sur le site. D'accord. Et qui font forcément qui travaillent avec nous dans les restaurants, dans l'hôtel, et qui sont aussi des collaborateurs de Mircea. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est une œuvre de Mircea, c'est un buffet en métal. Et lui, il travaille le métal et le bois. Et dans ce buffet en métal, il le soude, et puis après, il le fait exploser. Il met vraiment des charges d'explosifs dedans, ça explose, ça modifie la forme, et ce projet s'appelle Loose Control. Et donc ça, c'est forcément, comme on a de l'espace, il y a 2000 hectares, il y a moyen de faire ce genre de choses là-bas. Et ça va être l'espace d'exposition qu'on aura là-bas. D'accord. Ça, c'est les premiers ateliers qui sont installés. C'est Frisbee Ceramics qui sont installés. C'est des Belges qui sont venus s'installer là-bas parce que dans l'idée du lieu, c'est d'avoir des ateliers qui puissent être des résidences. Donc, c'est de proposer aux designers du monde entier de venir s'installer pendant 6 mois, 2 mois, 1 an pour pouvoir venir travailler dans un cadre différent en étant en contact avec d'autres. Il y aura un grand atelier de métal, un grand atelier de bois et un grand atelier de céramique qui va être partagé par tout le monde. Donc il y a un mélange entre le concept d'un Fab Lab et d'un atelier partagé, mais aussi on peut avoir son propre atelier, avoir sa propre pratique. Et tout ça en étant, en n'étant pas soutenu, je ne sais pas, mais par l'État ou des ministères ou des choses comme ça. On cherche toujours. Donc on a pour l'instant aligné 7 investisseurs qui nous suivent dans le projet, mais l'intérêt du tout le projet, c'est qu'il y a toute une partie où on peut, parce que c'est très grand, il y a toute une partie lotissable. Donc il y a la possibilité de faire tout un projet de construction que nous, on voudrait construire de manière écologique en bioconstruction. Et forcément, pour l'instant, c'est la course contre la montre d'arriver à trouver suffisamment d'investisseurs pour sauver le projet avant qu'il soit vendu par un promoteur qui va dérouler du béton, faire des centres commerciaux, etc. Donc on essaie de se battre un peu contre la montre dans le projet, mais la vision, elle est belle, elle est intéressante, et elle peut aller très très loin. Là, alors, c'est le fameux projet privé en Suisse. Alors voilà, ça c'est un projet privé qu'on vient de terminer. C'est ma collaboratrice Louise Mikils qui a suivi le projet, qui est là-bas aussi. Et donc ça se trouve dans les montagnes à Gstaad. Et donc on a un client qui a acheté une ruine, une vieille ferme en bois. Et il nous a demandé de travailler le projet, de réinventer cette maison. Et donc, mais on a travaillé un peu avec les codes suisses de la construction, c'est-à-dire que les Suisses construisent très bien. Donc c'est un bâtiment qui est complètement autosuffisant, extrêmement bien isolé. Donc on a redessiné une coque en béton qu'on est venu habiller avec tout le vieux bois qu'on a démonté. Donc le projet a été très ambitieux dans l'idée où, par exemple, dans des projets pareils, on va dans le très 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 haut de gamme. Et là, on fait forcément, une fois qu'on a créé le projet, on collabore avec des artisans locaux qu'on sélectionne, et puis on intègre quasiment, là on a intégré 14 designers de Zaventem Atelier avec qui on a fait le projet. Par exemple, la cheminée, c'est Bella Silva qui l'a dessinée. C'est en quoi ? Bella Silva, la cheminée qui était en céramique. Oui, en céramique, oui. Donc il y a le studio Chris qui a fait un énorme tapis qui se trouve là. Donc avec mon père, parce que papa travaille toujours avec moi, il s'occupe de la production des canapés. Donc avec papa, on a dessiné les canapés qui sont là. Derrière, on a une table qu'on voit pas très bien qui est de Pierre Codens. Et dans tout le projet, on a disséminé les différents designers avec lesquels on collabore pour faire un lieu assez unique. Là, c'est la vue vers la cuisine. On a gardé des éléments en béton. Il y a les lampes de Vladimir Slavov qui pendent, qui sont des katanas en bronze. Il y a une boule de sel de Roxane Laidji qui pend, que vous pouvez voir d'ailleurs sur mon pavillon. On a une table de Thomas Herreus en bois. Et alors, on a fait par exemple tout le comptoir en marbre qu'on a travaillé telle une sculpture. On ne le voit pas très bien sur la photo. Et derrière, la luminaire bleue, c'est Lila Farget qui est avec nous à Zaventem Atelier qui fait de la pâte de verre. Donc, elle a un travail assez extraordinaire en pâte de verre où elle fait cuire donc, du verre dans ses fours pendant 3-4 semaines sous base de forme. Et donc, elle fait ce genre de luminaire-là. Et ah oui, la chambre, magnifique. Et là, c'est le salon télé, donc on a travaillé aussi avec toute la peau mouton qu'on a mis au plafond. Alors, là, est-ce qu'il y a aussi une forme de réemploi pour les matériaux et tout ça? Alors là, forcément, on a cherché, donc tous les murs sont traités en argile. Ouais. On a travaillé avec des marbriers locaux pour aller
travailler chercher dans leur carrière qu'est-ce qu'ils avaient comme plaques qui n'étaient pas extraites, des chutes de pierre. On a cherché du bois dans toutes les menuiseries, donc c'est pour ça qu'on a composé tout du patchwork. Donc dans ce genre de projet, il y a toujours un peu une limite. On essaye de masser le client pour qu'il accepte beaucoup de choses. Alors, quand on n'arrive pas à le faire, je crée des collaborations avec des designers locaux et des designers en collectible design pour qu'il y ait une histoire derrière. Donc, c'est vraiment l'idée d'arriver à trouver l'un ou l'autre et de ne pas faire de concessions à la manière de travailler. Et je vous parlais de clients et de vraiment, ils vous laissent carte blanche en général. Et est-ce que il n'y a pas encore dans l'idée des gens que tout ce qui est réemploi, tout ce qui est recyclé, tout ça, c'est pas glamour, non, ça va pas le faire. Enfin, est-ce que vous avez à vous battre contre ça ou les gens, comme ils viennent vous chercher vous, ben ils l'acceptent, voilà. En fait, c'est une vieille idée de croire ça, parce qu'en fait, maintenant, et on peut le voir donc sur mon pavillon, l'idée du réemploi a énormément évolué. Maintenant, il y a énormément d'acteurs sur le marché qui proposent justement une autre vision où on arrive à rendre ça vraiment, à produire ça à une échelle plus intéressante et plus grande. Même si on est soit dans du collectible, soit on est dans une échelle où on peut produire des choses. Par exemple, sur le pavillon, vous allez voir, il y a Duplex Studio qui réalise des chaises, des tables sur base de l'eau de plancher qui récupère chez un fabricant de plancher. Et chaque matin, ce fabricant lance les machines et il y a entre 15 et 30 mètres carrés de ratés qui part à la poubelle. Eux récupèrent ce plancher-là et fabriquent, on définit toute une ligne de mobilier sur base de ça, avec une structure en acier qui vient, elle, d'un fabricant de châssis, où c'est aussi les ratés des profilés. Donc il y a vraiment une réflexion assez profonde dans comment on peut aujourd'hui transformer la matière qui est perdue, parce qu'elle est là, mais c'est l'idée de se dire, d'être attentif aux gisements qui nous entourent et de comment arriver à utiliser cette matière-là pour pas la jeter et acheter de la matière qui vient d'une nouvelle production. Donc l'idée, moi je suis très attentif à ça, c'est de dire ok, qu'est-ce qu'on a sur la table, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qui va pouvoir nous être utile. Alors il y a beaucoup d'acteurs, de designers, de producteurs avec lesquels on collabore justement parce qu'on les cherche, on les traque pour essayer de voir qui a justement ce savoir-faire avec lequel on pourrait utiliser. Et actuellement il y en a de plus en plus. Au début, effectivement, il y a 15 ans, 20 ans, quand on démarrait sur des projets, on proposait ça. C'est clair que c'était plus complexe, mais maintenant, ça devient beaucoup plus facile. Mais ça se fait quand même avec... pour que ça soit réussi, il faut que ça soit bien fait aussi. Enfin, je veux dire, il y a un côté quand même, le fait d'avoir des collaborations, le fait de réfléchir. Si vous n'avez pas ce matériau-là, vous allez le chercher en local, tout ça. Vous faites pas ça. C'est pas un lieu commun. Vous ramassez pas les trucs et vous les transformez, quoi. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai boulot et qu'il y a une réflexion à avoir profonde et du collectif, quoi. On n'est absolument pas dans le ready-made, ça c'est clair. Non, voilà, c'est ça. Il y a une réflexion et par exemple là, je vais parler du projet qu'on a fait à la Royal Belge. Donc ça c'est un hôtel qu'on a livré il y a 1 an. Donc c'est un projet, on a gagné le concours, c'est un projet qui fait 25 000 m2 où on a réalisé un hôtel de 180 chambres avec 3 bars, restaurants, salles de réunion, salles de meeting, 4 000 m2 de club de sport assez incroyable qu'on a fait aussi et au rez-de-chaussée un grand food market. Et donc, dans l'idée du projet, c'est clair qu'on est sur un projet à de grande échelle. On n'a pas pu faire beaucoup de réemploi forcément parce qu'à une telle échelle et dans le laps de temps du projet, on a essayé d'en faire un maximum, mais ce n'était pas évident tous les jours. Donc, ce qui veut dire qu'on a mis sur pied un collectif de 52 designers. Donc, il y avait tous les designers d'Aventem Atelier. Pour ce projet-là. Pour ce projet-là, plus 27 autres qu'on a intégrés dans l'aventure avec l'idée de créer quelque chose d'assez unique. Et aussi la manière dont j'ai de collaborer pour ça, on l'a appelé ça le Realistic Circle, dans l'idée où on contacte, on fait ce casting avec les gens avec qui on veut collaborer, on les invite à collaborer, ils définissent eux-mêmes le rôle qu'ils ont envie d'avoir dans le projet sur base des points blancs qu'on a laissés sur le plan et sur tout le projet, on leur donne un cadre budgétaire et ils facturent en direct au client. Donc dans l'idée, moi ça passe pas par vous. Ça passe pas par moi, on gomme tous les intermédiaires, toutes les commissions, tout ce qui peut se rajouter dans tout ça, de manière à vraiment donner la chance à tous ces gens qu'on a sélectionnés, castés, dont on aime le propos, d'être intégrés dans le projet. Et à partir de ce moment-là, on crée quelque chose, un cercle très vertueux, et avec lequel on collabore. Maintenant, on travaille de cette manière-là depuis des années, et maintenant ça s'affine de plus en plus. Tous les projets sont vraiment faits à fond comme ça, on communique là-dessus, parce que c'est clair que c'est la manière la plus simple de pouvoir intégrer des faiseurs locaux dans des projets. Et l'idée pour le client, c'était d'arriver à faire un projet qui soit
éminemment respectable, avec aussi un storytelling énorme, puisqu'on a intégré autant de designers, il y a plein d'histoires à raconter. Ouais. On a édité un livre sur tout le projet. Ça crée une collection aussi, puisque forcément, il a une collection numérotée signée d'objets, de chaises, de tables, de luminaires. Bon pouvoir, vu qu'on a fait un catalogue, si maintenant dans 20 ans il arrête, on peut créer une vente aux enchères immédiatement avec des designers qui ont pris du grade avec le temps. Donc il y a des pièces par exemple maintenant qu'on pourrait presque plus intégrer parce que les designers ont pris du grade depuis qu'on l'a livré. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'après on travaille avec d'autres panels. Et puis aussi le message écologique, c'est que tout le projet a été fait avec, je vais revenir en arrière, je vais parler de ça, tous les designers sont situés à 50 km à la ronde autour du projet. Donc il y a un humain, une humaine derrière chaque pièce. On peut appeler quelqu'un quand il y a un problème, il vient le réparer. Donc il y a aussi cette donnée-là qui est super importante. Par exemple, là, je vais juste citer, c'est la maison Junkers qui a réalisé le comptoir. Donc, dans le process, on a dessiné un comptoir avec une tablette, avec le back-office derrière. Et on a donné le projet à la maison Junkers. On a dit, voilà, on aime ce que vous faites, proposez un habillage. C'est du métal. L'habillage a été proposé par eux. Donc, c'est du laiton gravé, cintré. Donc, c'est devenu une sculpture. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais vous avez réalisé ce projet, enfin, co-créateur avec Pierre Codens, qui est sculpteur, c'est ça? Exactement. Pierre Codens, qui a des designers de Zaventem Atelier, avec qui on parle beaucoup de la philosophie des projets, de comment intégrer le collectible design, le designer, comment se poser questions. Et donc, c'est avec lui et Arnaud Declercq qu'on a eu cette réunion à Zaventem Atelier au coin du feu. On s'est dit, au fond, en fait, on va changer le modèle, on va sortir de l'ancien monde et on va créer quelque chose où, officiellement, on supprime les intermédiaires. Et est-ce que vous croyez que c'est ça qui caractérise la scène belge créative? Alors, je ne sais pas, en tout cas, c'est ce que... Ça a l'air parce que quand vous dites qu'il y a 50 designers autour, il faut quand même avoir le même état d'esprit. Alors, clairement, en fait, ce qui se passe en Belgique aussi, c'est que, vu qu'il n'y a pas vraiment d'académisme, on n'a pas un héritage lourd en termes de... Oui, on ne parle pas d'art décoratif comme nous, historiquement, etc. Le pays a été traversé par tout le monde. Et donc, il y a un vent de liberté créative qui est assez fort et lié au surréalisme, lié à la belgitude. Donc, ça fait partie de nous. Et c'est clair que le côté indépendant fait partie de l'état d'esprit du designer belge, forcément. Et donc, forcément, on intègre ça dans notre manière de fonctionner, notre manière de travailler, notre manière de réfléchir et comment on veut vendre les projets, comment on veut les montrer et dans les collaborations qu'on fait. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que vous êtes réalisateur de films aussi. Et est-ce que ça, du coup, moi je dis souvent, enfin je vois dans les rencontres que je peux faire et les interviews, les différentes interviews, j'ai l'impression que architecte d'intérieur, designer, c'est un peu un chef d'orchestre, voilà, ou réalisateur, c'est vrai, un peu une mise en scène, à la fois la mise en scène et à la fois le rassemblement de plein de métiers, plein de gens. Alors c'est vrai, alors quelque part, réalisation, j'ai une femme qui est actrice et donc on a commencé ensemble à faire des courts-métrages, donc ça a été un début de l'aventure et c'est clair que la manière dont je réfléchis en termes de... J'ai une vision en 3D qui est assez bien définie dans ma tête et j'aime bien imaginer un lieu, imaginer une histoire, imaginer un scénario et c'est clair que c'est un peu comme ça que je conçois mes projets. Donc j'aime bien imaginer, rencontrer la personne qui vit dans l'univers que je suis en train d'imaginer et qui me l'explique. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu comme ça que je rêve de mes projets et que vous arrivez à fédérer les gens. Je crée une ligne rouge dans le projet. Et donc et ceux qui vous rejoignent, ils sont dans cette ligne quand même. Ben, je leur explique. Et donc c'est s'ils peuvent, ils peuvent. Et ils partent dedans. Et c'est clair que je suis inspiré très fort par la science-fiction, par les univers oniriques. Donc ça fait partie de moi aussi. Et donc c'est clair que je mélange un peu tout ça. Et comme je dis, j'ai pas été à l'école, donc j'ai pas vraiment de process. Donc je suis plutôt un chaos poétique dans ma manière de travailler. Ou un créatif, ça s'appelle aussi. Hein. Voilà. Alors, pour parler et conclure sur l'hôtellerie, parce qu'il y a d'autres points qu'on voudrait aborder. Les défis, à votre avis, spécifiques à la conception de l'hôtellerie durable? Alors, je pense que ce qu'on présente là dans le pavillon, ça fait vraiment partie de ce défi-là. C'est de montrer qu'on peut réussir, et le mix est un exemple parce qu'on l'a fait sur 25 000 m², on peut réussir un projet de cette taille-là en travaillant localement. Et quelque part, pour moi, la durabilité, c'est pas simplement utiliser des matériaux bio qui viennent du bout du monde, mais c'est aussi réfléchir à comment on peut faire
dépenser le budget d'un hôtel à notre client de manière plus intelligente. Et ce n'est pas forcément en commandant des chaises ou des tables ou du mobilier qui vient du bout du monde, qui voyage en container, qui arrive sur place, qui peut-être après un an est cassé parce que l'hôtellerie est exigeante et il y a beaucoup de casses. Et après, une fois que c'est cassé, on ne sait pas le réparer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le jette chez nous, on le trie chez nous, on doit l'évacuer ce déchet et on recommande un nouveau container. Donc moi, je veux gommer tout ça et je veux arriver que ça se passe directement beaucoup plus localement. Et donc sur chaque projet qu'on fait, on étudie les ateliers, les designers, les créateurs qui sont autour du projet. Vous posez ces bases-là. On pose ces bases-là de manière à travailler très rapidement, de manière à ceci que là, il y a des chaises qui se cassent forcément parce que des clients tombent, des clients les font tomber, des choses qui s'abîment. Mais en une semaine, c'est réglé parce qu'on appelle le créateur, il vient, soit il le répare sur place, soit ça part en atelier, soit... Et donc, on finit par entretenir quelque part la collection qu'on a amenée dans le projet. Et donc, pertinemment, je trouve que c'est plus intéressant de réfléchir comme ça, plutôt que de savoir, OK, est-ce que tout ce qu'on a utilisé comme production est traçable? Oui. Alors, forcément, on essaye de le faire aussi. Alors, c'est très compliqué d'être le meilleur élève de la classe dans ce genre de réflexion parce que c'est difficile. Il y a des matières qui sont toujours voilà. Mais par contre, faciles. ce qu'on présente dans le pavillon, il y a beaucoup de matières qui sont différentes. On a travaillé beaucoup, on a travaillé avec du sel. Là, vous allez voir des matériaux qui sont assez incroyables. D'ailleurs, on travaille avec une jeune créatrice qui s'appelle Mathilde Wittock qui fait des panneaux qui vont être utilisés sur un projet en panneaux acoustiques qui sont faits sur base d'herbes. Donc elle fait pousser de l'herbe. Oui, tous les nouveaux matériaux issus de la nature sont ça, un terrain de jeu génial. Alors, si vous voulez qu'on continue, on passe à Rome. On voyage. Allez, donc on continue sur un peu le mix. Là, si on veut voir le mix, mais en fait, si vous arrivez à... Ah, c'est magnifique. Et la structure, elle était belle aussi d'origine. C'est un bâtiment fonctionnaliste de 1969. Ouais, l'immeuble est assez dingue. Oh, voilà, c'est magnifique. Ça, c'est la piscine. C'est superbe. Salon de relaxation. Et on voit les matériaux, effectivement, on voit... Ça, c'est une chambre. Très, très beau. Et ça, c'est le food market en bas. Très intéressant. Ça, c'est le jam à Lisbonne. On parlait de ça, non, aussi? Oui. Je ne sais pas, parce qu'il reste 9 minutes. Je vais aller vite. Donc, j'avais parlé du jam Lisbonne aussi. On a collaboré avec tous les designers locaux. Donc, on a travaillé sur une donnée esthétique tout à fait différente de ce qu'on a fait au mix. Oui, parce qu'il faut se renouveler aussi, quand même. Mais c'est pas tellement se renouveler, c'est-à-dire que il faut garder l'idée, mais j'aime pas reproduire deux fois la même chose. Et s'adapter au contexte local aussi, j'imagine. Là, on a créé tout ce coworking avec des tranches de liège. Donc, on a été chercher les chutes en fait d'exploitation de liège et on a utilisé ça pour les empiler, pour faire tout le projet. Et après la pierre, par exemple, ça, c'est des croûtes de pierre qu'on récupère dans des carrières autour à gauche, là à gauche. Enfin, pour moi, à gauche. Et le sol, ce sont toutes les chutes de pierre qu'on a récupérées chez les marbreries. Donc, on a fait le tour avec un camion. On a été chercher un terrazzo géant. Voilà, un grand terrazzo. Ah oui. Et ça, c'est le concept des chambres. Donc là, on est dans les 3 étoiles. Et là, par exemple, toute la literie, les structures des lits, c'est fait avec du bois qui vient d'une forêt qui a brûlé à côté de Lisbonne. Et donc, on a été acheter les troncs sur pied, qu'on a découpés, emmenés en Syrie, et on a réalisé tout ça avec le bois qui a été brûlé. Donc il avait plein de tâches, il était soi-disant impropre à la consommation, mais donc ça a été débité comme ça. Mais du coup, et puis il a une histoire en même temps, j'imagine. Ça, alors Rome, allez, donc, hop. Rome, ça aussi, c'est étonnant. Voilà, donc ça, c'est un projet qu'on va démarrer maintenant. C'est un jam hotel aussi, comme celui de Lisbonne. Mais dans un lieu improbable. Alors, c'est un ancien bâtiment de fonctionnaires qui se trouve... Ah, je croyais que c'était un centre commercial. Non. Ah non, d'accord. C'est un ancien bâtiment de fonctionnaires. Et donc, dans l'idée, on a réalisé à Zaventem Atelier... Ah, ça devait être un centre commercial, pardon. Non, c'était autre chose, ça. Ah bon, d'accord. Bon, j'ai tout raté. Et donc, on a réalisé avec Zaventem Atelier ce concept-là qui s'appelle le blend, où on mélange tous les matériaux de production et qu'on intègre dans un plâtre synthétique qui s'appelle la gesmonite et on réalise ce tabouret. Et le projet de Rome, c'est vraiment ça, c'est d'arriver sur un hôtel de 6000 m², de démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur, installer sur le parking des tentes où on va broyer toute la matière première, la remixer et créer des panneaux avec lesquels on va pouvoir faire du mobilier, du luminaire, du siège, de la table, des structures de lit. Et donc, en fait, l'idée, c'est de ne rien jeter de ce qui se trouve dans le bâtiment. Donc, tout va être resamplé quelque part, comme quand on sample un morceau de musique, et de pouvoir absolument faire 0 déchet.
et toutes les nouvelles matières qu'on doit intégrer, parce que forcément on aura besoin de nouvelles matières, qui vont arriver avec des emballages, ces emballages vont subir le même sort, donc ils vont être intégrés. Il y aura à mon avis certainement 2 tonnes de carton. Donc là, on va travailler avec Papy Boulette qui va nous faire des soubassements en carton sur place. Même chose avec les fils, tous les résidus de câbles électriques. On va travailler avec un maconnier qui va nous faire des tentures en tissant le câble électrique. Donc l'idée, c'est de vraiment créer un pool de créatifs autour du projet, de s'installer sur place et de réaliser cet hôtel de 115 chambres sur 6000 m², hôtel-restaurant, avec tout ce qui se trouve sur place. Donc ça, c'est un peu le challenge. Je suis encore en train de vendre ça aux clients. On y est presque. Et là, il n'est pas là, le client, parce qu'il faut le faire. Hein, c'est génial. C'est une super idée. Il est pas là. Et justement, tout le concept est basé sur la philosophie que je poursuis, qui est l'anthropocène adoxisme. L'anthropocène, c'est l'ère dans laquelle on est, où on est pour la première fois aux manettes de la destinée de notre planète. Et l'adoxisme, c'est une philosophie qui a été développée dans les années 70, qui en fait... c'est utilisé en art, en écriture, en science, où on arrive en fait à utiliser de manière personnelle tout ce qu'on trouve. Donc c'est-à-dire qu'on ramasse quelque chose, hop, on va lui trouver une fonction immédiate. L'adoxisme, c'est vraiment quelque chose de assez radical. C'est un de mes collaborateurs, Pierrot, qui m'a fait découvrir ça. Je ne sais pas s'il est là. Et donc c'est devenu un peu mon motto qu'on intègre un peu dans nos projets. C'est ce qui a mis un nom finalement sur une pensée que vous aviez depuis longtemps. Exactement. Voilà. Exactement. Là, on voit quoi? Là, c'est le pavillon, donc voilà. la vision rêvée du pavillon que j'ai réalisé ici à Maison Objet, dans l'idée justement de montrer que c'était un peu comme une île flottante qui flotte sur un petit morceau de planète. Et si on regarde de plus près, donc il y a énormément d'accumulation de déchets. Et de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à faire pousser quelque chose de différent sans apport extérieur. C'est pour ça l'idée de l'île qui flotte. Il n'y a pas moyen de livrer quelque chose sur cette île. Donc tout doit sortir de là où on se trouve. Donc c'était un peu, ça poursuit la même vision et c'est un peu ce qu'on a fait en présentant ce pavillon. Question, quand on travaille comme ça, alors du coup, est-ce que vous parliez de pièces uniques, tout ça, mais est-ce qu'on peut penser à quelque chose de plus massif, hein, de plus en série plus importante? Parce que quand on travaille sur du mobilier avec de la récupération ou avec des artistes et tout ça, est-ce que c'est forcément que de la pièce unique? Enfin, quand vous travaillez sur les hôtels et tout, ça peut être répété et du coup faire partie d'une industrie ou d'une manufacture. Enfin, je ne sais pas, mais pour casser cette chaîne de l'hyper-consommation, enfin, Alors, dans l'idée, par exemple, on a collaboré avec Roxane Laïdji qui travaille le sel. Donc, elle a fait des luminaires en sel, qui sont des boules. Donc, qui étaient à la base des pièces qu'elle présentait en galerie. Et j'ai été la voir, elle est avec nous à Zaventem, j'ai dit voilà, on va faire tous les luminaires de l'hôtel avec toi. Donc, elle a dû produire 450 luminaires en boule de sel. Et donc, l'intérêt justement d'arriver à semi-industrialiser une pratique éminemment liée au collectible design, c'est que ces designers réfléchissent à leur process. Et Roxane a beaucoup réfléchi à comment arriver à produire ces 450 luminaires dans un délai, en respectant le budget et en essayant de comprendre comment son produit pouvait être réalisé de manière répétitive. Oui. Et donc l'idée, c'est un peu ça, c'est d'arriver à intégrer des gens qui font un projet très spécifique à petite échelle, avec une haute qualité poétique, et d'arriver à les intégrer dans des projets comme ça. Et ça marche puisqu'on l'a fait sur plein de manières différentes. Pierre Coden, ça fait une série de 60 tables aussi, sur une technique. Et donc, en fait, on réfléchit comment on peut adapter le propos du designer à une série. Oui. Et alors, on ne va pas faire des milliers, des centaines de milliers de pièces, ce n'est pas l'idée, mais comme c'est adapté chaque fois à un projet, on arrive en fait sur un projet à réaliser, un projet de 100 chambres, de 200 chambres, à réaliser les choses de cette manière-là. Parce que, vous l'avez dit, mais tout sera... Là, sur le projet ici, tout sera réemployé. Enfin, il y aura. Voilà. Comme je déteste. Ici, c'est encore une autre réflexion, mais toujours dans la même thématique. Alors, sur la base, c'est clair que dans ce genre de salon, l'habitude, c'est de construire des choses qui sont démontées, jetées. Donc là, tout ce qu'on a construit a une destination après. Donc tout va aller. Il y a un projet d'hôtel au Portugal. Il y a une partie du mobilier qui va aller là-bas. Il y a une partie du mobilier qui va aller sur un autre projet à Gand, un hôtel qu'on est en train de faire. Les containers, ils vont aller à Zaventem Atelier, ils vont servir d'espace de stockage. Et donc, tout, même le tapis de sol qu'on a fait dessiner par Tommy Lum, imprimé et qui va être forcément abîmé pendant tout le projet, on va ensuite le découper en morceaux et ça va être utilisé comme panneau acoustique pour un hôtel qu'on fait aussi. Donc, en fait, on a d'emblée réfléchi à comment on pouvait réutiliser tout ça. Alors, pour conclure, vous sortez un livre là.
Voilà. Ouais. Alors le livre, c'est le livre qu'on a sorti à l'issue du projet Mix. Et donc, on a appelé ça Out of Catalogue, parce que forcément, tout ce qu'on a produit était hors catalogue. Et c'est un livre qui fait 280 pages. Je continue, on m'entend ou pas avec ça on entend, ça va. Faut y aller, faut être au-dessus de la voix. Voilà. Allez. Et donc, le livre a été un travail intense. On a collaboré avec 2 photographes qui ont passé 9 mois avec nous à photographier tous les ateliers. Et surtout, l'écriture a été faite par un anthropologue qu'on a rencontré, qui est un ami d'un des studios qui est à Zaventem, et qui forcément a fait sa thèse sur le projet de Zaventem Atelier. Et très vite, je lui ai dit, mais en fait, viens écrire ce livre, parce que toi seul nous connais vraiment bien. Et donc, il a créé des tas de rencontres entre les designers. Il les a suivis, et ça a mis aussi 1 an d'écriture, 9 mois d'écriture pour réaliser ce livre. Et donc, les photos font partie, ne sont pas des photos posées, ça fait partie du day-to-day de Zaventem Atelier, puisque les photographes, on les voyait plus à la fin. Ils étaient là, cachés dans des coins. On voyait plus l'appareil, on voyait rien du tout. Donc, tout le monde était là en train de produire, travailler. Et surtout, le fait que c'est un anthropologue qui l'a écrit, c'est pas un ego trip de designer, c'est réellement intime. Une réflexion sur l'époque, la vie et Exactement. Ouais. Alors, on va devoir conclure. 1000 merci pour cet échange. Personnellement, j'ai appris plein de trucs. C'est super. J'espère que vous partagez mon enthousiasme.